Ok, nous allons commencer, parce que sinon nous allons être vraiment très en retard. Donc je vais maintenant appeler le professeur Graham Gudgin, qui est économiste à l'université de Cambridge. Applaudissements. Thank you very much. Merci. Indeed. Merci beaucoup. I'm here tonight because I Merci, run je a suis Brexit website. ici aujourd'hui parce que j'ai un site web pour le Brexit que je gère depuis l'université de Cambridge. Je vous en parlerai dans un instant, mais d'abord j'aimerais vous remercier tous et toutes d'être venus ce soir. Je sais que vous êtes venus de loin, que cela vous a coûté de l'argent. Merci beaucoup d'être ici ce soir. And your enthusiasm and your Et flags votre enthousiasme, vos drapeaux, have been such an vos chants inspiration to us. ont été une véritable so much from the inspiration bottom of pour my nous. heart. Alors merci beaucoup du fond du cœur. I'm particularly pleased that you've been able to A momentous day in British history, but as you know, it hasn't been a momentous day. In fact, the last 2 or 3 weeks have been very difficult and somewhat depressing. The fact that Brexit has not happened today shows, I think, what we're up against, and I think what you would be up against in France if you were in a similar position. It's not only the elite, the arrogant elite in Brussels that we have to fight. It's the arrogant elites in our own country. And indeed, I think there's a bigger fight. I've been shocked, I'm truly shocked as an academic economist used to dealing with facts and evidence, at the extent to which the anti-Brexit forces in the media, in the universities, in the professions, have been willing to lie, dissemble, deceive us. They've talked about shortages of food and medicine. They talk about planes being unable to land. Planes being unable to land in France. I mean, some French regional airports depend 80% on flights from Britain, but why on earth would France stop British planes from landing? They talked about non-recognition of safety for planes. They talked about 20-mile pilots for lorries. All of this is complete nonsense. But the really shocking thing is that the people who put forward these arguments are often quite well-educated people, are completely impervious to argument and evidence. They don't care about the evidence. I can come along as an economist and say, look, I can say there won't be any hold-ups in Calais. The head of the port of Calais and Boulogne have told us they're completely ready for Brexit, deal or no deal. There won't be any more checks. You say that to, I say this to people in the University of Cambridge, they say we don't know about it. We don't care. It really is rather shocking. So, myself and a professor of Robert Toombs, Professor Robert Toombs, Professor of French History in Cambridge, started a website in the university. And we did this
Because we were hearing all the time that anybody who supported Brexit was not very clever, was not very well educated, had been deceived, been lied to. There was simple people in some sense. And we knew that wasn't true. We knew lots of professors in Cambridge, Oxford, other universities who supported Brexit. So we started a website and got these people to write for us. And it's been very nice. We've had lots and lots of emails from people saying they feel so much better about Brexit now because their neighbours and their friends were telling them that there must be something wrong with them as they supported us. And we now know that that's not true. I ought to just say my colleague Robert Hoots is a professor of French history. He did his doctorate at the Sorbonne. His wife is French. They speak French at home in Cambridge. He loves France. And as, like myself and so many Brexiteers, we love Europe. We love European culture. It's the European Union we're about. Fast-growing parts of the world in the Far East. Of course, we want to trade with France. We want a free trade agreement. We just don't want terms which lock us into European rules. We don't want the European Union to set our tariffs for us. We want freedom to do these things. Successful countries with long histories of democracy and very deep and great cultures, like France, like the United Kingdom, such an organisation. And who in this room, or indeed anyone, believes that if we weren't members now, that we would actually want to join? I certainly don't believe that. Mr. President, I was glad that you showed us this date up here, this special date of 1940. It was in 1940 my father was in France, in the Royal Air Force. He got out at the last minute, not through Dunkirk, but through Saint-Nazaire. And then my wife's father also, in the Air Force, he died about, he died 8 weeks ago, at the age of 97. He was in Normandy in 1945. And both of these very fine men fought right through the war. They've now gone and can't do anything about this. But the generation, my generation and my children's generation can do something about this. And we're determined that the UK will leave the European Union. And I very much hope that France will be close behind us. So thank you very much. Thank you.
Jim Reynolds, who is the Honorary Secretary and former Chair of Campaign for an Independent Britain. So welcome to you. On what I've heard this evening, I'm shortening my speech here because time's carrying on and I don't want to repeat too much. But what I will say is, dear friends, it is a pleasure and an honour to be invited to speak to you on behalf of the Campaign for an Independent Britain, usually known as CIB for short. We are the longest established continuously active group campaigning to leave the European Union. We were founded in 1969 by members of Parliament and other politicians, individuals, independent party, joined with other then existing groups, some of which are affiliates to this day. We are a cross-party constitutional group campaigning for the United Kingdom, including Northern Ireland, to return to democratic self-government, and we're one of the founding members of TEAM, the Alliance of Euro-Critical Movements. The reason I personally became a member of CIB in 1985 were, number one, for democracy, and number two, for the preservation of the wonderful different cultures in Europe. Our objective to campaign for the restoration of full national sovereignty to the United Kingdom by its withdrawal from the obligations of the treaties of the European Union and the repeal of the European Communities Act 1972 as amended, so that Parliament may legislate freely and the United Kingdom may cooperate with other nations as it thinks fit. So we are internationalists and therefore opposed to supranationalists. It is a fact that Europhiles had decided by 1947 to impose a new system of government on us behind our backs. Indeed, in a booklet called Design for Europe, it was plain enough, and I quote, "No government dependent on a democratic vote could possibly agree in advance to the sacrifice that any adequate plan must involve. The British people must be led slowly and unconsciously to the abandonment of their traditional economic defences." So said Peter Thornycroft, later Chancellor of the Exchequer, Finance Minister, and Chairman of the Conservative Party. So our country, which had just spent all of its treasure and much of its blood for the defence of freedom and democracy, our own and others, was to be deprived of both for a new style of government of which the people were to be kept in ignorance, and this was planned by our own countrymen. Euroscepticism or pro-independence sentiments are frequently called right-wing today, but many of the first of their statesmen to wake up to reality were members of the Labour Party. As early as 1950, the Labour Prime Minister, Clement Attlee, said there was no way that Britain could accept that the most vital economic forces of the country should be handed over to an authority which is utterly undemocratic and responsible to no one. What is now the European Commission was originally called the High Authority. The most famous comment from Labour was by the party leader Hugh Gaitskell at the 1962 party conference of joining the EEC. He said it means the end of 1,000 years of history. How right he was. Someone else who knew full well at the time that Gaitskell was correct was Edward Heath, who, as Conservative Prime Minister, would take us into the EEC 10 years later.
In 1960, Lord Kilmuir, the Lord Chancellor, had written to Heath that joining the EEC would mean that Parliament must resign itself to becoming a rubber stamp. But the advice was to be kept an official secret for 30 years, an official secret, as if we were at war. Heath assured our country in 1971 there is no question of any erosion of essential national sovereignty. Like all British Prime Ministers ever since, Heath lied to his compatriots on this topic. Finally, I would like to pay tribute to that great Frenchman, General de Gaulle. Not the easiest of allies, carrying, as he did, the burden of restoring his country's liberty. But because he did us the invaluable good turn of keeping us out of the European project in 1963. Well done, him. No doubt, this was in... No doubt, this was in part a calculation of realpolitik that he and Chancellor Adenauer could manage things between them, and that 2 was company, but 3 would be a crowd with Harold Macmillan. But he also understood from his time here in the UK how differently we thought, and that the EEC and its policies would never suit us. 2 years later, in 1965, he was sure it did not suit France either. De Gaulle stated, "As for the Commission, it deserves to disappear. I want no more house men." That's the first president of the EU Commission. "I want no more to do with them. I want no more that the French government should have to do business with these types. The problem is the mafia of supranationalists." Whether they be commissioners, deputies or bureaucrats, they are all our enemies. They have been put there by our enemies. Finally, to sum up, my advice to you is never give up. Keep campaigning. Educate the French people on what the EU really represents. Show determination needed to win through in the end. You will meet with resistance from the political elite as we have. You are aware of our politicians, just round the corner, who want to reverse a democratic vote result. These same people should know that this action is otherwise known as fascism, an imposition against the majority will of the people. Thank you. Thank you very much, Jim. So now I'm going to welcome Mr. Henry Bolton, who is the founder of the party Our Nation and ex-UKIP leader. Welcome to you. Well, I'm going to cut my speech brief as well because time is pressing. But I would like to thank Francois and Dimitri very much for putting all this together and for inviting me. It's a great privilege to address you all, and even more so when I've heard how far some of you have travelled. A heartfelt thank you, thank you, thank you. Experience going back to 1940 and in fact before shows us that both Britain and France have been staunch resistance
to the implementation and the influence of external powers in our own domestic affairs, and it will always be so. The European Union, over the last 40 years or so, has infected and has encroached on all of our institutions. Politicians, our political parties, and our civil service. We have had a creeping invasion from unelected bureaucrats direction sitting in Brussels. It has to end. It has to end for all of us. Shortly after he called the referendum here in Britain, David Cameron, the then Prime Minister, authorised the expenditure of £9 million of British taxpayers' money to send a booklet to every household in the country. That booklet described in detail why the government felt that we should all vote to remain. The government qu'on devait tous voter pour rester dans l'Union européenne. Et pourtant, je dois dire, dans cette brochure, ce même gouvernement dit « Mais c'est à vous de jouer, à vous de décider. Nous respecterons votre décision et nous la mettrons en œuvre. » C'est de la foutaise. On ne peut pas avoir confiance dans un gouvernement qui souhaite demeurer dans l'Union européenne, qui est attaché à l'Union européenne. Mais malgré tous nos leaders qui nous ont avertis que ce serait une catastrophe si on devait quitter l'Union européenne, le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a dit qu'il y aurait un krach économique, qu'il y aurait un taux de chômage qui n'aura jamais été égalé dans ce pays, eh bien merci Monsieur Carney, notre économie en fait va bien, notre économie en fait va dépasser celle de l'Allemagne. Our unemployment is lower than it's been for decades. Est plus bas qu'il l'a été depuis des décennies. House prices are getting up. Le prix de l'immobilier, eh bien, nous n'avons pas à nous en inquiéter. Donc, ne croyez pas dans les institutions qui s'opposent à vous. Résistez leur et c'est un conseil que je peux vous donner. Soyez forts. Mais malgré tout cela, 17,4 millions de personnes dans ce pays ont voté pour quitter l'UE. Donc c'est une majorité de plus de 1,25 million de personnes qui ont décidé de voter contre l'Union européenne. Et nous l'avons dit ce soir, d'autres référendums ont eu lieu dans d'autres pays de l'Union européenne et on a ignoré le résultat de ces votes. Mais ça ne se passera pas ici. Nous allons quitter l'Union européenne. Merci. Merci infiniment, mais je sais que l'heure tourne également et j'ai promis d'être bref. Alors pourquoi souhaitons-nous quitter l'Union européenne après le départ du Royaume-Uni? Aucun de nos responsables politiques ne nous a brossé un avenir très prometteur. C'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. Mais moi, je veux que mon pays, comme vous, soit un pays qui soit confiant en lui-même, qui fasse du commerce dans le monde entier, tourné vers l'extérieur. C'est notre droit, c'est ce que nous exigeons et c'est ce pourquoi nous lutterons. Cependant, il y a des forces qui s'opposent à nous et ce n'est que si nous sommes déterminés que nous vaincrons. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui n'est pas Brexit Day, c'est parce que nous avons ces forces qui s'opposent à nous et nous devons être fermes. Vous l'avez entendu déjà ce soir, n'arrêtez jamais de faire campagne. L'indépendance, c'est quelque chose que vous gagnez, mais il faut que vous continuez à lutter pour maintenir cette indépendance. Et pour cela, il faut toujours faire campagne.
Je pourrais en dire beaucoup plus sur ces forces qui s'opposent à nous. D'autres en ont parlé, mais s'il vous plaît, n'oubliez jamais qu'en France, ce sera pareil. Chacun de vos gains, eh bien, les forces qui s'opposent à vous essaieront de les miner. Mais soyez fermes. De plus, il nous faut nous libérer de l'Union européenne, car si nous souhaitons être prospères et confiants, tournés vers l'avenir et vers l'extérieur, eh bien, dans notre nation, dans nos communautés, dans nos villes, dans nos villages, il nous faut pouvoir identifier nos propres besoins, nos propres priorités et nos propres solutions. Les bureaucrates non élus à Bruxelles sont incapables, même s'ils souhaitaient le faire, ils sont incapables de le faire. Et nous lutterons jusqu'à ce que nous soyons libres d'agir en notre propre nom et de prendre nos propres décisions. Nous quitterons l'Union européenne, et bientôt. Et de l'extérieur, nous coordonnerons bien sûr nos efforts avec l'Union européenne, mais nous ne serons plus contrôlés par l'UE. Nous serons amicaux vers l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Nous coopérerons avec les États de l'UE, mais aussi nous serons confiants en nous-mêmes et nous n'abandonnerons jamais. Nous quitterons l'UE bientôt, et nous, le Royaume-Uni et la France, pays qui dans le monde entier ont répandu les principes de la liberté, de la justice, de l'égalité, eh bien nous serons des défenseurs de ces droits. Merci infiniment. Thank you very much, Henry. So we are now, we have 3 people left. So now we are welcoming Mr. Brian Denny, who is a trade unionist against the EU. Bonsoir! This is fantastic. Can you come all the time? C'est merveilleux. Est-ce que vous pourriez toujours être là, s'il vous plaît? I want to bring solidarity greetings from the millions of trade unionists that voted for Brexit. J'aimerais donc vous saluer de la part des millions de syndicalistes qui ont voté pour Brexit. On ne nous en parle jamais, puisqu'on nous dit que la Confédération des syndicats britanniques, bien sûr, la TUC, la CBI sont pro-UE, mais des millions de travailleurs en juin 2016 se sont prononcés clairement. On nous a dit il y a 30 ans, lorsque Jacques Delors est venu visiter la TUC, et il a dit, bien, il n'y aurait pas de chômage, nous aurions le plein emploi, il y aurait des droits pour les travailleurs, on aurait une meilleure météo aussi dans notre pays. Et bien, 30 ans plus tard, on s'est rendu compte que c'était un mensonge à l'époque, et c'est toujours un mensonge. L'Union européenne ne s'occupe pas des intérêts des travailleurs. Alors ça peut choquer certains, mais c'est vrai. Et le 24 juin 2016, le establishment en fait a été profondément choqué. Ils n'avaient jamais été vaincus et ils étaient choqués et ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir. Et pendant 3 mois, ils ont fait le dos rond et ont planifié l'avenir. Et on a vu le résultat de cela cette semaine. En fait, ils s'opposaient à ce pourquoi le peuple avait voté. Alors on nous demande ce soir, est-ce que le Brexit est différé seulement ou est-ce qu'il est vraiment trahi? Mais c'est probablement trop tôt pour le dire. Mais personne n'a jamais dit que ce serait facile de quitter un empire. Ça n'a jamais été facile. Mais nous continuerons jusqu'à la victoire, jusqu'au Brexit.
Les Britanniques et les Français partagent en fait une histoire, mais qui est contradictoire. En fait, nous avons tous deux un passé impérialiste que je ne peux pas célébrer en tant que syndicaliste, mais nous partageons également un passé différent, un avenir différent, et un passé de liberté, d'égalité, de démocratie que nous partageons et qui nous permet, sur les bases du passé, de construire un monde meilleur à l'avenir. L'Union européenne, c'est le XXe siècle et n'est plus adaptée à ce nouveau siècle. Et nous avons une autre propre révolution bien avant la vôtre, mais la vôtre était beaucoup plus stylée que la nôtre. Il y a 350 ans, nous avions un roi fou qui s'opposait au Parlement. Et le peuple a su quoi en faire. Et aujourd'hui, nous avons un Parlement Remain qui s'oppose au peuple. Et le peuple également fera le nécessaire. Et nous savons que nous vivons dans un empire, car Prodi, l'ancien commissaire, a dit que c'était un empire. Nous vivons dans l'empire de l'Union européenne, mais les empires, vous savez, meurent, les empires s'effondrent. Et cet empire est sur le point de mourir. Et l'avenir, c'est vous. Au XIXe siècle, dans ce pays, les syndicats ont inventé la démocratie. Avant les syndicats, il n'y avait pas de démocratie, nous l'avons inventée. Et les syndicalistes s'éveillent à nouveau et se rendent compte que ce qu'on a donné à ce pays, eh bien, nous est retiré. Et donc, il faut lutter pour s'opposer à cela. Et j'ai rencontré un grand nombre de Remainers qui sont dégoûtés vraiment de la façon dont l'establishment traite les Brexiteers. Ils ont changé d'avis. Mais l'Empire, bien sûr, s'oppose donc au souhait du peuple, mais ils ne gagneront pas. C'est le peuple qui vaincra. Vive la France! Thank you very much, Brian. Thank you. Je vais maintenant appeler Charles-Henri Gallois, qui est responsable des questions économiques à l'UPR. Un grand applaudissement pour lui. Bon, déjà, qui a dit que les Français et les Britanniques ne s'entendaient pas? Non, trêve de plaisanterie. En tout cas, pour ceux qui étaient à la manifestation tout à l'heure, c'est vrai que ça a été assez émouvant de voir les Français et les Britanniques réunis. On a pu voir les Britanniques qui faisaient une haie d'honneur aux Français qui étaient là pour les appuyer pour le Brexit et pour célébrer le Frexit. Merci à vous. Quasiment tout a été dit, mais je vais revenir, évidemment, je vais prendre la casquette économique. Il a été dit que Theresa May, finalement, n'avait pas bien joué lors des négociations, et quand on regarde dans les faits, c'est vrai. Puisque quand vous regardez au niveau des négociations, qui a y gagné et qui a y perdre, on voit très clairement que c'est le Royaume-Uni qui va gagner en sortant de l'Union européenne, et c'est ceux qui restent qui vont y perdre. J'ai quelques exemples à vous donner. On en a parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup la question de ce que donne le Royaume-Uni et du mauvais accord de Theresa May. 44 milliards d'euros qui doivent être donnés, c'est un racket. Le surcoût des normes pour l'Union européenne qui sont appliquées au niveau du Royaume-Uni, on parle de 32 milliards d'euros par an. De surcoût, c'est-à-dire que tout ce qui a été dit, les PME, les TPE doivent appliquer ces normes, ils doivent employer des consultants, ils doivent employer des frais externes, et ça coûte, comme dirait Macron, un pognon de dingue à toute l'économie britannique et à l'économie française.
On vous fait à chaque fois le même sketch et les Britanniques ont eu le droit au même sketch, c'est-à-dire que si vous sortez, ça va être la catastrophe, ça va être l'apocalypse. On avait dit aux Britanniques que s'ils sortaient, ce serait la catastrophe, pas au moment de la sortie. Tous les Remainers disaient « si vous sortez, ce sera la catastrophe dès le lendemain du vote ». Qu'est-ce qu'on a vu au niveau économique? Le chômage au Royaume-Uni était de 5% avant le vote. Il est maintenant de 3,9%. C'est le plus bas taux de chômage depuis 45 ans pour le Royaume-Uni. On parle souvent de pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous apprendre la crise des gilets jaunes en France. Pour l'information, les salaires ont augmenté au Royaume-Uni de 3,4%. On aimerait en avoir autant en France. Et est-ce que c'est ça la catastrophe? On aimerait une telle catastrophe en France. La réalité, c'est qui a tout à perdre dans une sortie sans accord du Royaume-Uni? C'est l'Union européenne. Si vous prenez juste les biens, le Royaume-Uni a un déficit de 180 milliards d'euros, dont 110 milliards avec l'Union européenne. C'est près de 40 milliards pour l'Allemagne. Donc qui ne veut pas d'une sortie sans accord? C'est évidemment l'Allemagne qui a peur que le Royaume-Uni, au lieu d'acheter des produits allemands, achète demain des produits australiens, néo-zélandais, et n'achète plus des produits allemands. Donc c'est l'Union européenne qui a tout à perdre à une sortie sans accord du Royaume-Uni. L'Union européenne, vous le savez, il n'y a pas seulement les normes, il y a aussi le coût au budget. Vous savez que pour la France, ça nous coûte bon an mal an environ 8 milliards d'euros en plus, la contribution au budget. Mais il faut savoir qu'il va falloir financer, pour ceux qui restent au sein de l'Union européenne et tous les contributeurs nets, dont la France, il va falloir financer la sortie du Royaume-Uni. Donc le déficit fiscal, par exemple, de la France, va passer de l'ordre de 8 milliards à 14 milliards d'euros. Donc ceux à qui ça va coûter, c'est évidemment à l'Union européenne et à ceux qui restent. D'autant que les eurofanatiques, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu le dossier, veulent augmenter le budget de l'Union européenne malgré la sortie du Royaume-Uni de 18%. Donc on est face exactement à des eurofanatiques. Et la morale de l'histoire, c'est quoi? Vous l'avez vu, Theresa May, comme j'ai expliqué, a toutes les cartes en main pour sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne et à des conditions meilleures pour le Royaume-Uni. L'Union européenne, comme d'habitude, a tout à perdre là-dedans, mais au lieu de faciliter un accord qui bénéficierait aux deux parties, l'Union européenne, c'est une secte. Et la secte, qu'est-ce qu'elle fait? La secte veut punir le membre qui veut sortir et reprendre sa liberté. Et c'est pas compliqué, ce que veut faire le Royaume-Uni et ce que veut faire la France, c'est sortir de cette secte et c'est reprendre sa liberté. Merci à vous. Merci Charles-Henri. Brexit. Alors nous allons avoir encore deux interventions. D'abord Vincent Brousseau. Je voudrais profiter du fait qu'on arrive un petit peu vers la fin de cet événement pour remercier quelques personnes qui ont joué un rôle clé dans le succès de cet événement. Et en tout premier lieu, ceux qui ont travaillé à mes côtés pour organiser tout ça. Donc en premier lieu, Michael, qui vous a trouvé cette salle magnifique. Donc gros applaudissements pour Michael. Je sais pas où il est. Michael, tu nous entends? Michael, il est là-bas. Il est dans le couloir derrière. Appelez-le. Michael. Bon. Je voudrais aussi remercier
Alan, que vous voyez ici présent aussi, qui a énormément contribué. Michael, il est au fond, là, il n'ose pas venir. Voilà. Voilà, on peut remercier aussi plein d'autres personnes. On peut remercier Vincent, Valérien, Jean-Paul, Patrick. Voilà, tous sont quelque part dans la salle. Je ne pourrais pas tous les nommer, donc excusez-moi si j'en oublie. Voilà. Et aussi, tout particulièrement, je voudrais aussi remercier Laure Avaux, qui a vraiment été formidable pour l'organisation logistique. Où est Laure ? Et puis il faut remercier Dimitri Dovim, notre délégué pour le Royaume-Uni. Et donc avant de donner la parole à Vincent Brousseau, je voudrais juste partager cette petite citation de la reine Elisabeth II qu'elle a prononcée lors de sa visite en France en 1972, une visite officielle, une citation que je trouve très à propos. Et alors elle a dit « S'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est vrai aussi que nous allons dans la même voie. » Voilà. Et j'appelle maintenant Vincent Brousseau, que vous connaissez tous. Allô ? Oui, bon donc, moi j'hérite d'un sujet qui, après les torrents d'émotions qu'ont provoqué les orateurs précédents, va sembler un peu terne. Et c'est bien avant. Mais c'est pas tout à fait inintéressant. Charles-Henri a rappelé que si nos amis britanniques sortaient de l'Union européenne, no deal, ils faisaient une petite économie de, je crois, 40 milliards de... Bon, une paille, enfin. Et donc, dans ces conditions, les Remainers et autres européistes, les européistes macronistes par exemple, doivent aligner des arguments pour que les Britanniques comprennent qu'ils ne peuvent pas quitter no deal. Qu'est-ce qui peut valoir 40 milliards ? Hein ? Oui, alors ils n'ont pas pensé à ça, mais ils ont pensé à un truc qu'on appelle la City. La City, c'est, si vous voulez, une espèce de quartier professionnel qui existe là, dans Londres, et où on emploie des gens qui ont une spécialité professionnelle particulière et qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre. Qui rapportent beaucoup d'argent à l'Angleterre simplement parce que c'est localisé en Angleterre, pour nulle autre raison. Et la City, on ne sait pas exactement combien ça pèse, mais il y en a qui disent que ça va faire 10% du PIB britannique. Et en tout cas, c'est une activité extrêmement bénéficiaire. Hein. Les activités financières internationales sont faites pour être bénéficiaires, sinon c'est pas intéressant. Et outre que c'est bénéficiaire, c'est un prestige. C'est un prestige parce que vous employez là des gens avec des cerveaux extraordinaires qui doivent battre des équipes concurrentes qui ont aussi des cerveaux extraordinaires, et rassembler la crème de la crème de ces gens-là dans quelques kilomètres carrés au bord de la Tamise, c'est aussi un élément de prestige. Alors je ne sais pas si ça fait vraiment 10% du PIB du Royaume-Uni, mais c'est en tout cas important.
Et alors ça peut éventuellement contrebalancer la perte de 40 milliards d'euros. On est dans une taille possible. Et donc l'européiste moyen va avoir tendance à se dire « Ah oui, mais quand les Anglais auront quitté l'Union européenne, ils vont perdre la City. La City ne leur appartiendra plus. Elle déménagera à Paris, elle déménagera à Francfort, elle déménagera où vous voulez, à Malte, mais elle n'appartiendra plus au Royaume-Uni. » Et c'est un argument de Project Fear qui peut marcher, parce que les Anglais savent que la City, c'est important pour eux. Parce qu'on ne voit pas... enfin, ce sont des chiffres tellement grands d'un côté comme de l'autre qu'on n'est pas sûr de qu'est-ce qui est le plus important. Et c'est ainsi que, si vous écoutez les médias français, qui sont tous macronistes, enfin, je parle des mainstream médias, vous avez certainement déjà dû entendre cette histoire extraordinaire, comme quoi, quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, alors la City déménagera, elle s'envolera à tire d'aile pour aller vers telle autre location. Vous l'avez déjà entendu? Beaucoup de fois? C'était prononcé par des gens sérieux? Mais ils avaient l'air sérieux. Ils avaient l'air compétents. C'était genre... ils savent. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous ne savez pas, que vous n'êtes que des riens. Et en fait, votre seul défaut, c'est que vous n'avez pas de mémoire. En effet, la même histoire nous a été servie il y a 20 ans par les mêmes gens, pour les mêmes raisons, dans la même circonstance. Rien ne s'est produit, évidemment. Et vous vous en rappelez plus. Mais moi, je m'en rappelle, parce que il y a 20 ans, dans les années 95, 96, 97, j'étais déjà dans la profession financière depuis un moment. Non seulement j'étais déjà adulte, non seulement j'avais déjà mes diplômes, mais j'avais déjà de l'expérience professionnelle en matière de finance. Et en 95, 96, 97, bien que le Royaume-Uni ait eu sa clause d'exemption dans le traité c'était Maastricht, celui-là, où il y avait marqué les hautes parties contractantes reconnaissent que la Grande-Bretagne n'a pas pris l'engagement de se mettre dans l'euro. On espérait quand même, enfin quand je dis on, c'est les élites espéraient quand même que la gentille Angleterre accepterait de rentrer dans l'euro. Si vous vous en souvenez, à cette époque, il y avait un truc qui s'appelait l'écu, une espèce de monnaie de panier, et en fait, le poids de la livre sterling dans l'écu n'était pas nul, il y en avait un peu. L'écu comptait un petit peu de livres sterling, et la possibilité que la Grande-Bretagne puisse entrer dans l'euro ne paraissait pas complètement exclue. Même si la Grande-Bretagne s'était réservé le droit de ne pas rentrer dans l'euro, on espérait bien la convaincre. Et alors, à cette époque-là, années 95, 96, 97, on a commencé à raconter, vous savez pas quoi? Que si jamais la Grande-Bretagne ne rentrait pas dans l'euro, alors elle allait perdre la City, qui allait s'envoler vers d'autres locations, Paris, Francfort, Malte, on ne savait pas trop où, mais elle allait s'en aller. Et ça a été répété avec autant de vigueur et de détermination que ça l'est aujourd'hui. Mais vous ne vous en rappelez plus. Parce que c'était il y a plus de 20 ans, parce que c'est quand même pas un sujet qui est au top des préoccupations des gens. Et donc, ils peuvent réutiliser une histoire identique, à 20 ans d'intervalle, pour le même but. Et étant placé dans des circonstances extrêmement analogues, parce que là, ce qui est en jeu, c'est que l'Angleterre sorte ou ne sorte pas de l'Union européenne. Ce qui était alors en jeu, c'était que l'Angleterre rentre ou ne rentre pas dans l'euro. Enfin, c'est très similaire. Alors, une fois que vous vous rappelez de ça, bon, d'abord, vous pouvez remarquer un truc, c'est que ce qui s'est passé ensuite, c'est que la City n'a pas explosé. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que l'Angleterre a campé sur ses positions, elle a dit, eh ben non, c'est pas vrai, moi, je garde ma livre sterling et allez vous faire cuire un œuf. Et il ne s'est pas ensuivi que la City of London se soit effondrée. Elle est toujours là, toujours florissante aujourd'hui, il ne s'est rien produit. D'accord? Donc déjà, cette histoire qu'on vous avait vendue une fois, avec des gens à la télé qui avaient l'air très compétents et qui n'avaient jamais de contradicteurs, vous savez maintenant qu'elle est fausse, parce que c'est du passé, tout est du passé. C'est de l'histoire écrite. Par conséquent, vous pouvez présumer que l'histoire que les médias macronistes ou la BBC vous sert, comme quoi la pauvre Grande-Bretagne va être privée de sa City si jamais elle ne paye pas ses 40 milliards,
c'est probablement faux aussi. Non? Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc qu'il faut remarquer, c'est qu'ils ont l'impunité, parce qu'ils peuvent jouer sur ce phénomène de mémoire évanescente. C'est-à-dire que dans 20 ans d'ici, donc vers 2040 à peu près, alors que Asselineau commencera son 3e mandat, dans 20 ans d'ici, vous aurez tous oublié, et non seulement vous, mais le public général en France et en Angleterre, vous aurez tous oublié que les sommités intellectuelles dont nous sommes aujourd'hui gratifiés avaient promis que la City allait être piquée à la Grande-Bretagne dès que la Grande-Bretagne aurait quitté, là, qu'est-ce qu'elle quitte, là, l'Union européenne. Et par conséquent, c'est gratuit. Ils n'ont jamais de punition. Ils disent des bêtises plus grosses qu'eux, mais ils savent qu'ils ne seront pas punis, parce que quand il sera devenu évident que c'était des bêtises, plus personne ne se sera rappelé qu'ils l'avaient dit. Et la preuve en est que c'est exactement ce qui s'est passé pour l'histoire qui avait été débitée en 97. Et nous sommes maintenant en 2019. Donc, je voudrais que ça vous invite à considérer les théories que les gens vous présentent unanimement dans les médias avec une certaine suspicion. Bon, je sais que certains d'entre vous n'ont pas besoin d'encouragement là-dedans pour aller dans cette direction. Hein? Mais enfin, cet exemple devrait pouvoir convaincre même ceux dans votre entourage qui n'ont pas les mêmes tendances horriblement complotistes. Après tout, si ça s'est passé une fois, ça peut bien se passer une seconde fois. Un mécanisme qui s'est déjà déroulé une fois, vous savez comment il va se dérouler la deuxième fois. C'est pas comme si vous extrapoliez. C'est pas comme si vous faisiez des hypothèses. Vous regardez une deuxième issue d'une même partie. Une deuxième matérialisation d'une même partie. Vous savez donc qu'il va se produire là exactement la même chose que ce qui s'est produit il y a 20 ans, c'est-à-dire que quand le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, eh bien la City, elle va rester à Londres. C'est important pour eux parce que effectivement, ça a un certain poids dans leur économie globale. C'est-à-dire que, en gros, la Grande-Bretagne et la France ont toujours eu plus ou moins le même PIB à 2 ou 3% près. Ça se croise tous les 5 ans, dans un sens ou dans l'autre. Si la Grande-Bretagne a une telle pondération pour les activités financières, ça veut dire, par image miroir, qu'il y a d'autres domaines où la France a des avantages, puisque le total du PIB est le même des deux côtés, et que vous avez un gros morceau occupé par la finance en Angleterre qui n'y est pas en France, c'est qu'il y a un autre machin là qui compense, nécessairement. Bon, alors pour eux, c'est important de conserver l'activité financière de la City, et est-ce que ça peut se comprendre? Est-ce que ça peut se comprendre qu'ils le conservent? Oui, ça peut se comprendre qu'ils le conservent si on réfléchit un peu. C'est-à-dire que quand Madame Loiseau, ou je ne sais pas quel macroniste, vous explique que la Grande-Bretagne va perdre la City, on a l'impression qu'elle ne sait pas ce que c'est que la profession financière. Hein, les macronistes, c'est souvent ça. Ils parlent d'un truc, et au bout d'un moment, on a un doute. Mais savent-ils de quoi ils parlent? Il se trouvait, comme je vous l'ai dit, que je connaissais le sujet à la fin des années 90, je connaissais le sujet, et j'ai donc moi-même, alors que j'étais quand même, à cette époque, un vilain européiste, j'ai eu un petit doute en entendant cette fable. Parce que voilà, ce qui fait la valeur ajoutée de cette activité particulière, c'est pas des processus matériels, c'est pas du fraisage de métal, c'est pas la construction de roues dentées, c'est entièrement mental. Et par conséquent, la valeur ajoutée, elle est dans la matière grise des gens qui font ça. L'output matériel, c'est presque rien. C'est appuyer sur des boutons et c'est la seule chose que fait la finance de manière matérielle. Donc, en réalité, ça peut très facilement être dématérialisé comme activité. Ce sont des gens qui ont besoin des compétences les uns des autres pour être performants. Et donc déjà, vous voyez les conditions de création d'une communauté professionnelle. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres. Ils ne peuvent pas être loin les uns des autres, mais ils peuvent être loin de n'importe quel truc matériel.
C'est-à-dire, je rentre un peu dans les détails. Imaginez qu'à Londres ou à New York, vous traitiez des titres de dette d'État, dette gouvernementale d'État, enfin la dette d'État quoi. Vous traitez ça pour, non pas votre pays, mais pour tous les pays qui vous tombent sous la main. C'est-à-dire que la dette d'État japonaise se traite à Londres et à New York aussi bien qu'à Tokyo, d'accord ? Alors, il est bien évident qu'il y a des aspects comment dirais-je, de plomberie qui impliquent que quelque chose soit au Japon, hein, puisqu'on parle de dette d'État japonaise. Mais ça ne concerne pas le trading. C'est-à-dire que comme les titres sont dématérialisés, vous devez avoir que quelque part, ils sont rangés dans un silo qui, pour des raisons juridiques, doit nécessairement se trouver dans la juridiction japonaise. Mais vous vous doutez bien que ça n'empêche pas New York de traiter les obligations japonaises. Ça ne confère pas à Tokyo un avantage spécial pour traiter les obligations japonaises. Et donc ça ne confère pas à Londres ou à New York un inconvénient spécial pour traiter les obligations japonaises. Et vous faites ce raisonnement pour tous les pays et vous voyez que, en fait, Londres et New York, ils s'en foutent de où sont les silos où on range les titres. Mais votre macroniste, ça c'est pour les années actuelles, ou votre expert des années, de la fin des années 90, il n'a pas l'air de le savoir. Parce qu'il dit, oui, mais vous vous rendez compte, les titres vont être matérialisés quelque part en Union européenne, les titres de l'Union européenne, qui sont évidemment les plus importants pour l'Angleterre, puisque l'Union européenne fait plus que l'Angleterre en termes de taille. Ils vont être localisés en Union européenne et pas en Angleterre. Donc l'Angleterre a un défaut là-dessus, un inconvénient, un désavantage. Elle a un désavantage, et puisqu'elle a un désavantage, elle va perdre, et ça va être la raison pour laquelle... Mais non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible, puisque en fait la localisation de ce truc-là, si c'est un problème, ça serait un problème pour tous les pays. Tandis que l'Angleterre ne se contente pas de traiter les titres de dette d'État des pays de l'Union européenne, mais aussi ceux du Mexique, de la Russie, de la Turquie, des États-Unis, de l'Angleterre elle-même, bien sûr, et enfin de tout. Donc, si c'était vraiment un inconvénient, il n'y a pas une minute à réfléchir. Si c'était vraiment un inconvénient, ils auraient été inconvéniencés sur tous les pays. Alors, c'est pas le cas manifestement, puisque tout est chez eux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, on est en train de me bluffer. Vous pouvez aussi penser que, puisque la valeur ajoutée provient du cerveau des gens, et qu'ils soient en contact les uns avec les autres, à partir du moment où vous avez une communauté professionnelle qui est groupée dans un endroit précis, c'est difficile de la faire bouger. Parce qu'il faudrait pratiquement la mettre tout entière dans une espèce d'arche de Noé et lui faire traverser le Channel pour la relocaliser à Francfort ou à Paris. Mais songez que ces experts, en général, ils ne sont pas nés anglais, ni gallois, ni écossais, ils viennent du monde entier. Et donc, ils ont commencé par se taper l'apprentissage de la langue anglaise à un niveau suffisant pour pouvoir travailler, ce qui est presque le niveau pratique courante, enfin pratique natale, quoi. Vous ne pouvez pas travailler en anglais si vous ne parlez pas très bien l'anglais. Donc, et ça, c'est un effort qu'ils ont fait. Et après, vous allez leur dire, bah oui, puis alors tu vas faire le même effort, mais pour le français ou pour l'allemand, parce que comme on délocalise la City à Francfort ou à Paris, eh ben, il faut bien que tu puisses gérer ta vie quotidienne. Il va falloir que tu parles au juge si jamais tu as un procès, au médecin, au dentiste, au pédiatre si jamais tu as des enfants, à la crèche pour tes enfants, à l'établissement scolaire pour tes enfants, au notaire parce que si tu veux acheter un bien, etc., etc., tu dois apprendre, outre l'anglais, à un niveau très élevé, la langue locale à un niveau très élevé. Vous croyez que ça va les tenter, les traders, de refaire ce qu'ils ont déjà fait une fois? C'est pas très logique. Donc, vous pouvez vous douter qu'en réalité, la profession, elle n'a pas un enthousiasme énorme à se faire délocaliser dans un pays qui ne serait pas de langue anglaise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, comme endroit possible de la langue anglaise sur les fuseaux horaires européens? Vous avez essentiellement Londres. Après, si vous êtes vraiment eurofanatique, vous pouvez penser à Dublin. Mais Dublin, c'est petit quand même. Bouger une grosse communauté de gens qui sont tous interdépendants de Londres à Dublin, où en plus le prestige n'est pas le même, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est quelque chose qui va rentrer en ligne de compte. Ça paraît un peu utopique. À Francfort ou à Paris, c'est plus qu'utopique, c'est impossible. Donc les gens qui vous prétendent maintenant qu'ils vont déménager la profession financière
à Paris ou à Francfort, et il y en a, et vous les entendez à la radio, et vous les entendez à la télévision, et bien ils mentent. Ils mentent parce qu'ils ne savent pas. Je veux dire, ils disent, l'européiste a tendance à, non pas à réfléchir, mais à coller des images. À coller des images qui suivent les unes les autres, et ils appellent ça un raisonnement. Et ça... Et ça, c'est une technique qui paraît pas très sûre, mais elle marche dans un cas, quand vous pouvez être assuré de ne pas avoir de contradiction. Si les gens qui raisonnent de cette façon-là sont les seuls à pouvoir s'exprimer sur l'ensemble médiatique, bien à ce moment-là, cette technique paraît peut-être faible, mais elle marche. Parce que les auditeurs et les spectateurs, ils vont simplement voir les images défiler et ils ne vont pas avoir le réflexe de se demander s'il y a une structure logique dans le raisonnement. Évidemment, s'il y avait une contradiction, ça ne serait pas du tout pareil. Si des contradicteurs pouvaient contredire les gens qui ont le monopole de l'information, là, ça ne fonctionnerait pas parce qu'on pourrait démonter leur suite d'images et montrer que c'est juste un collage. Mais s'ils ont le monopole de l'information, ils sont tranquilles. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que tous les projets FIR, et il y en a quelques-uns pour la question européenne, ils fonctionnent ainsi. Des images fortes, qui ont l'air vaguement reliées de manière logique, mais qui ne le sont pas, et qui sont proposées comme un discours unique. C'est un peu plus élaboré que ce qui se faisait en URSS. Mais pas beaucoup plus. Bon, bah, apparemment, c'est fini. Merci, Vincent. Bon, alors apparemment, c'était pas vraiment une surprise, mais il y a une coupe de champagne qui vous attend à la sortie. On me fait signe que le champagne commence à se réchauffer un peu vite. Alors, juste avant qu'on sorte, deux choses. Il y a excusez-moi, j'ai oublié. Zaman qui va venir juste nous faire un tout petit speech de clôture. Zaman Ziaoui. Et on voudrait aussi vous remercier tous du fond du cœur pour votre présence ici, parce qu'on sait que certains sont venus de très loin, on sait que Londres est une ville très chère, que vous avez tous dû payer pour venir là, que ça vous a demandé des efforts, du temps, que vous avez dû prendre des congés. Donc vraiment un immense merci à vous tous qui êtes venus en masse à Londres. Bonsoir. Est-ce que ça va? Je vous ai pas entendu. Je vous ai pas entendu. Je veux qu'on vous entende jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Strasbourg. Bon, visiblement, il me revient l'immense honneur de clôturer ce magnifique rassemblement. C'était pas vraiment prévu. Donc, merci pour le traquenard. Mais comme je commence à connaître Monsieur Asselineau, j'ai préparé quand même quelques mots derrière rapidement. Donc je tiens déjà vraiment à vous dire que je suis très émue et très honorée d'être ici, de voir qu'on est aussi nombreux. J'imagine comme beaucoup d'entre vous, en tout cas moi personnellement, ça me remplit d'espoir pour l'avenir. Je pense qu'on vit ici aujourd'hui un moment historique, comme ça a été dit et répété plusieurs fois au cours de la soirée. Je suis très heureuse d'être ici également pour soutenir les Britanniques, mais surtout pour célébrer avec eux et avec vous
le courage, l'engagement et la pugnacité de ce peuple. Donc, le Royaume-Uni nous montre aujourd'hui la voie, la seule, celle de la résistance. Il nous donne l'exemple, maintenant à nous, Français, de le suivre. Et pour ça, vraiment, ça c'est un message très important qui a été déjà présenté par la jeune fille dont j'ai perdu le nom, désolée. Merci. Donc j'estime vraiment qu'aujourd'hui, nous avons la lourde tâche de rentrer chez nous et de nous mobiliser tous aujourd'hui, tels que nous sommes ici, mais également ceux qui nous écoutent parce que c'est enregistré. J'espère que ce sera largement diffusé en France. Nous mobiliser sans oublier que la prochaine échéance électorale arrive très très rapidement, donc le 26 mai. Donc j'espère qu'on sera nombreux à mobiliser également notre entourage, à les sensibiliser pour peut-être justement aboutir à une soirée comme celle-là chez nous, incessamment sous peu. À notre tour d'aller exprimer, mais surtout d'aller imposer la voix et la souveraineté du peuple français dans ce Parlement, symbole du bullshit démocratique. À nous d'aller montrer que les Français sont encore et toujours un peuple libre et fort. Et un dernier mot à nos amis britanniques, s'ils sont encore dans la salle, stay strong. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors j'ai deux mots encore à dire. D'abord, nous allons, juste avant d'aller prendre le champagne, nous allons chanter les deux hymnes nationaux. Et je vous demande d'y faire attention. Et puis, la surprise, c'était pas la bouteille de champagne qui était prévue, c'était pas les hymnes nationaux. La surprise, c'est que j'ai le plaisir de dire que Zaman Ziaoui sera numéro 2 sur la liste pour les élections européennes avec moi. Merci à toutes et à tous et que l'on envoie le God Save the Queen.
Merci à toutes et à tous. Vive le Royaume-Uni, libre et indépendant, vive la France libre, de nouveau à Londres, vive la République française, libre et indépendante. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, champagne pour tout le monde. Il y a un homme sous cette... Il y a un homme sous cette perche. Pourquoi? Ouais, non, mais moi je viens du sud à la base. Tu vas gérer? Ouais, j'ai rien demandé à l'aller, je prends rien. Surtout en ce moment. Je passe. Non mais c'est normal. Ah oui, c'est ça qui fait de l'ombre. C'est très bref. Alors, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous me dire d'où vous venez? Bien, je viens du Qatar en fait. Je suis venu vous voir du Qatar, vous voyez. C'est très loin. Je suis arrivé ce matin, voilà, juste pour vous. Quelle était votre motivation principale? Je suis l'UPR depuis 8 ans maintenant et je voulais soutenir les Anglais, Monsieur Asselineau et puis toute l'équipe. Dimitri qui a fait un boulot fabuleux et voilà tout le monde et donc voilà ça je suis venu de loin juste pour vous soutenir à ma façon quoi, voilà. Merci beaucoup.